Quand on dit Seconde Guerre mondiale, la plupart s'imaginent des chars sur le front de l'Est, des bombardiers au-dessus de Londres et des campagnes dans le désert en Afrique du Nord. Un chapitre moins connu est la guerre sous la surface, le combat qui se déroulait dans des tubes d'acier étriqués, souvent loin d'un port ami. Les sous-marins étaient entre les mains des commandants de l'Axe comme des alliés, un outil clé. Leurs torpilles coulaient, les navires marchands, leurs contacts sonars changeaient le rythme des convois, et leur existence obligeait les généraux à planifier des mesures complexes. Dans les régions nordiques, s'ajoutait au stress psychique, à la peur de la découverte et à la claustrophobie, un froid impitoyable. Imaginez-vous debout sur la passerelle d'un sous-marin dans l'Atlantique arctique. L'obscurité sans fin, les tempêtes et les vagues glacées fouettent votre visage, tandis que vous observez la surface dans l'attente de l'ombre d'un navire ennemi. Chaque impact peut signifier des gelures ou une chute dans l'eau glacée. Cette vidéo vous emmène précisément dans ce monde, dans un espace où l'homme devait chaque jour choisir entre le service et la survie. Le chapitre d'introduction vous présentera d'abord le contexte plus large. Nous verrons pourquoi les sous-marins se sont retrouvés dans les eaux arctiques, à quoi ressemblaient les convois vers l'Union soviétique et quels étaient les principaux champs de bataille des mois d'automne et d'hiver. Ensuite, nous plongerons à l'intérieur de ces navires. Nous décrirons les quartiers exigus, le mélange particulier d'odeurs de gasoil et de sueur humaine, et les vibrations constantes des moteurs qui créaient sous l'eau leur propre microclimat. Et le plus important, dans cette vidéo, vous découvrirez comment les équipages parvenaient, malgré le gel et l'obscurité, à maintenir leur corps et leur âme en marche. Dans un moment, nous révélerons les histoires sur le sommeil dans les couchettes chaudes, volantes, sur l'improvisation avec les vêtements d'hiver, et sur les façons ingénieuses de réchauffer les mains froides et les cœurs. Les sous-marins se sont retrouvés dans les eaux les plus froides de la planète, à cause des objectifs stratégiques des deux camps adverses. Les Alliés avaient besoin de sécuriser la route maritime vers l'Union soviétique, car les routes terrestres étaient découpées. Les convois, avec les désignations PQ, QP ou JW, partaient des îles britanniques via l'Islande vers les ports de Mourmansk et Arkhangelsk. Ils naviguaient à travers le brouillard, les courants chauds et froids qui se croisaient, les blocs de glace dérivants et surtout l'obscurité hivernale permanente. Les études des stratèges britanniques avertissaient que sur cette route, il y avait une probabilité de temps violent, du brouillard fréquent et de la glace dérivante, et que la technique sonar aurait des problèmes à distinguer les cibles dans les sillons d'eau froide et chaude. Les U-boats allemands attendirent donc en embuscade entre les blocs de glace. Non seulement ils attaquèrent les convois, mais ils luttaient eux-mêmes contre les tempêtes et la glace. L'attention mérite aussi les missions moins connues. En octobre 1943, le sous-marin allemand U-537 appareilla vers la côte ouest du Labrador pour y déployer une station météorologique secrète pour la Kriegsmarine. Le journal de bord nota que peu après l'appareillage, le navire se retrouva dans un temps épouvantable. Le vent, la pluie forte et le froid extrême causèrent que la moitié de l'équipage luttait contre le mal de mer, et la navigation ralentit au minimum. Au moment où U-537 tenta d'envoyer un message, une vague si puissante se leva qu'elle balaya le canon anti-aérien Flak-Virling 38 du pont vers la mer. Cet épisode illustre que la mer hivernale pouvait être plus dangereuse qu'une attaque ennemie. De l'autre côté du monde, les sous-marins américains s'engageaient dans les eaux des îles Aléoutiennes. Quand en 1943 les Alliés planifièrent le débarquement sur Attu et Kiska, il s'avéra combien le manque d'équipement hivernal pouvait être dévastateur. Les archives historiques s'indiquent qu'à cause du mauvais temps, les unités de débarquement ne pouvaient pas débarquer à temps, et le manque de provisions pour temps froid conduisit à de nombreux cas de gelure. Sur Attu, 1200 soldats américains subirent des blessures graves dues au refroidissement. Bien qu'il s'agissait d'une opération terrestre, cela montre le défi logistique global auquel devaient faire face aussi les équipages de sous-marins, opérant dans le Pacifique Nord.
Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les sous-mariniers s'adaptaient à des extrêmes similaires et pourquoi ils parvenaient à mener le combat même aux latitudes les plus élevées. Outre l'Arctique, on combattait aussi en mer Blanche, en mer de Norvège et dans l'océan Arctique. Les U-boats allemands opéraient depuis les bases de Narvik, Trondheim et Bergen, tandis que les sous-marins britanniques pénétraient dans les fjords norvégiens pour attaquer les navires transportant du minerai de fer et du quartz. L'hiver dans ces régions apportait la nuit polaire phénoménale. Plusieurs mois sans lumière solaire, où le rythme circadien humain devait se fier seulement aux montres et au bruit du gouvernail. Les conditions de navigation étaient difficiles. Des fragments de glace s'accumulaient sur la proue, et lors de la navigation en surface, les équipages devaient régulièrement couper la glace pour ne pas augmenter le déplacement et réduire la stabilité. À profondeur périscopique, le périscope se couvrait rapidement de cristaux, et les officiers de navigation n'avaient ni que quelques secondes pour évaluer la situation. Dans les chapitres suivants, nous révélerons comment on vivait dans de telles conditions à l'intérieur des coques d'acier. Les régions polaires apportaient aussi d'autres phénomènes naturels qui devenaient le décor quotidien. Par des nuits exceptionnellement claires, apparaissaient les aurores boréales, qui créaient des bandes vertes et rouges dans le ciel. Certains marins se souvenaient que ce spectacle lumineux les fascinait tellement qu'ils oubliaient le froid. Mais en même temps, les officiers devaient les rappeler à l'ordre pour qu'ils se concentrent sur le service. L'extrême opposé était le soi-disant whiteout, situation où la bruine neigeuse et l'aérosol marin réduisent la visibilité presque à zéro. À un tel moment, l'horizon, le ciel et la mer se fondaient en une surface blanche, uniforme, et les seuls guides étaient à la boussole et le sonar. La navigation dans le whiteout exigeait une tête froide, car la désorientation survenait facilement. Les journaux de bord décrivent aussi que les courants marins en Arctique étaient traîtres. Le Gulf Stream chaud se heurtait aux masses glacées, ce qui créait de forts tourbillons et des bandes d'eau chaude et froide. Ces zones confondaient souvent les opérateurs sonars. Les ondes sonores se brisaient à l'interface des couches de température différentes, si bien que les équipages pouvaient mal interpréter la réflexion d'un bloc de glace comme un navire qui s'approchait. Les commandants allemands et alliés devaient étudier les cartes météorologiques pour planifier les routes entre les courants et la glace. Et quand en hiver apparaissaient les premiers rayons de soleil printanier, les équipages sortaient sur la passerelle et exposaient leur visage au soleil pour obtenir un peu de vitamine D. Que se passe-t-il quand lors d'une tempête on ferme hermétiquement l'écoutille et que le sous-marin plonge sous la surface ? Vous entrez dans un monde qui n'a que quelques dizaines de mètres de long et quelques mètres de diamètre. Les espaces intérieurs des sous-marins étaient illimités que chaque centimètre devait être utilisé pour stocker les torpilles, le carburant, la nourriture et l'équipement. Dans un environnement sans fenêtre, un ensemble d'ampoules jouait le rôle du soleil. Les notes du manuel américain sur les soins médicaux dans les sous-marins décrivent cet environnement comme non naturel, avec des vibrations permanentes, un son monotone et une humidité élevée. Combiné avec la longue durée d'écart et le manque d'intimité, cela créait un stress psychique considérable. L'humidité élevée et la condensation comptaient parmi les plus grands ennemis. Quand les moteurs diesel fonctionnaient en surface, ils réchauffaient l'environnement et asséchaient l'air. Mais dès que le sous-marin plongeait et passait sur batterie, la chaleur disparaissait rapidement. L'air expiré par l'équipage, la vapeur de la cuisine et l'eau qui s'évaporait de la cale se condensaient sur les parois et le plafond froid. Si l'humidité n'était pas éliminée, des gouttes se formaient qui retombaient sur l'équipement et les uniformes et causaient un sweating corrosif des plaques de coque. Certains sous-marins américains expérimentaient donc avec des unités de climatisation qui fonctionnaient plutôt comme des déshumidificateurs. L'eau condensée sur les serpentins de refroidissement était évacuée vers un réservoir, et l'équipage devait accepter que bien qu'il s'agisse d'eau distillée, elle n'était pas propre à la consommation. Les U-boats allemands n'avaient pas de tels dispositifs. Leurs équipages devaient se débrouiller avec les moisissures et le fer qui rouillait. Un autre aspect était la qualité de l'air.
Dans l'espace fermé s'accumulait rapidement le dioxyde de carbone, les vapeurs d'huile et les produits des batteries. S'il fallait rester plongé plus longtemps, l'équipage disposait des absorbeurs chimiques et des sodas qui fixaient le CO2. De plus, il existait une règle qu'il fallait économiser le courant. Beaucoup d'ampoules et de ventilateurs étaient éteints pour que les batteries ne se déchargent pas. Dans les journaux d'équipage apparaissent souvent des inscriptions amusantes. Pourquoi cette ampoule brille-t-elle ? Parce que c'est notre seule source de chaleur. La chaleur de l'ampoule était vraiment perçue comme un bonus précieux. La nuit, elle éclairait les quartiers et en même temps réchauffait légèrement l'espace. À l'intérieur du sous-marin se mélangeaient aussi les odeurs. Selon les témoignages du musée U505 pénétrait jusqu'à toutes les couchettes. L'odeur de gasoil mélangée à l'odeur de corps non lavé et de toilettes sales. Dans le sous-marin, il n'y avait pas assez d'eau pour se doucher fréquemment. L'hygiène était assurée par quelques serviettes et du savon. Lors de quarts plus longs, apparaissaient sur les parois des moisissures noires. Les sous-marins américains, plus anciens, avaient une mauvaise ventilation et les équipages se plaignaient d'insectes, y compris de gros cafards. Pourtant les gens s'adaptaient rapidement à cette combinaison. L'odorat s'émoussait et l'individu commençait à se soucier de la fonctionnalité des machines, non du luxe. L'atmosphère monotone de l'intérieur était renforcée aussi par l'économie constante d'espace. Dans de courts segments, 30 cm entre les torpilles, 40 cm entre les tableaux électriques, les marins devaient se déplacer avec précaution. Et chaque fois que le sous-marin plongeait en profondeur, la tension intérieure augmentait. La pression hydrostatique créait des craquements et des gémissements du métal. C'était le pain quotidien des équipages qui ne pouvaient se permettre la panique. Dans un moment, nous révélerons comment on dormait dans un tel environnement et à quoi ressemblait la routine de repos, qui décidait souvent du moral et de la santé. L'un des plus grands luxes sur un sous-marin était le sommeil, et même celui-ci était rationné. U505, exemple typique du sous-marin allemand type 9, portait plus de 60 membres d'équipage, mais disposait de seulement 35 lits. La solution était la pratique du hot bunking, où un lit était partagé par plusieurs hommes en succession rapide. Dès qu'un marin se levait pour le service, un autre se couchait immédiatement dans le lit encore chaud. Wolfgang Schiller, membre de l'équipage du 505, se souvient que les couchettes n'étaient jamais froides, elles étaient toujours chaudes. L'un se levait et l'autre se couchait, parce que toutes les 4 heures il fallait alterner. Un tel lit n'avait jamais le temps de refroidir, ce qui était paradoxalement avantageux en hiver. Les couchettes étaient exiguës et inhospitalières. Dans certains compartiments, des hamacs pendaient au-dessus des torpilles, et entre eux passait le cuisinier avec une marmite de soupe. Certains lits se trouvaient sous la tuyauterie et les câbles, si bien que le marin ne pouvait même pas se tourner sur le côté. Schiller raconte avec humour que sa couchette spéciale, personne ne la voulait, parce qu'au-dessus d'elle passait un gros tuyau qui l'empêchait de bouger. Quand arrivait une tempête, les couchettes se balançaient avec le navire et les sangles de fixation devenaient des plateformes glissantes. Lors d'une vague violente, les attaches de Schiller se détachèrent et il tomba avec le lit sur un collègue. Il ne survécut que parce qu'il put s'accrocher à temps à la tuyauterie. De tels incidents étaient fréquents. Les archives médicales de la flotte américaine indiquent que le gros temps causait des blessures, parce que les hommes étaient jetés sur la passerelle ou essayaient de nettoyer rapidement la superstructure. Même le repos pouvait être risqué. Dans les sous-marins américains et britanniques, la situation était un peu plus confortable, mais là aussi, les lits étaient partagés. L'Imperial War Museum décrit que dans les sous-marins nucléaires britanniques, les lits sont empilés par 3 et haut, de seulement 1 demi-mètre. L'homme doit s'y glisser comme dans un cercueil. Le hot bunking était standard, et beaucoup de marins apprenaient à dormir debout ou sur des chaises, si toutes les couchettes étaient occupées. Avoir son propre lit
était le privilège du commandant et des officiers supérieurs. La qualité du sommeil était influencée aussi par la température. En hiver, les marins essayaient de maintenir leur chaleur. Ils dormaient en plusieurs couches de vêtements, et parfois une bouteille d'eau chaude était fixée au mur, si elle était disponible. Les radiateurs de pont étaient exceptionnels, parce que les chauffages électriques consommaient l'énergie précieuse des batteries. Le travail par équipe signifiait que chacun n'avait que quelques heures pour dormir. La plupart des équipages respectèrent le régime 4 sur 4 ou 6 sur 6, 4 heures de service, 4 heures de sommeil ou 6 heures. Entre-temps, il fallait manger, s'exercer aux tâches de liaison et de maintenance, et parfois aussi se divertir. Le temps de repos n'était cependant pas seulement pour dormir. Les marins essayaient de maintenir leur bien-être psychique. Schiller se désigne comme un rat de bibliothèque et raconte qu'il avait à bord une réserve de livres qu'il lisait pour se calmer. Certains équipages avaient un gramophone et des disques avec des chansons. Par exemple, Lily Marlène, qui jouait pendant les moments calmes. Grâce à cela, le sous-marin se transformait un moment en petit salon culturel. Les marins étudiaient aussi les manuels techniques. Selon Schiller, ils apprenaient tout de l'école de torpille pour pouvoir, en cas de besoin, remplacer chaque poste. Cette interchangeabilité mutuelle était nécessaire, parce que dans les eaux glacées, chaque membre d'équipage pouvait être à tout moment indisponible. L'hygiène devint un autre combat. La douche était utilisée rarement, parfois seulement une fois par semaine, et devait être planifiée de sorte que le liquide sur les carreaux tombés ne gèle pas. Les sous-marins américains allouaient à chaque marin une ration quotidienne d'eau. Les anecdotes du front parlent du fait qu'un des commandants fit 2 trous dans le robinet de l'eau potable pour limiter le débit. Les gens apprenaient ainsi à économiser chaque goutte. En hiver, il était de plus nécessaire de ne pas gaspiller la chaleur. Les distillateurs à vapeur et le chauffage de l'eau étaient alimentés par les batteries et les diesels, si bien qu'une douche signifiait moins d'énergie pour le chauffage et le fonctionnement des moteurs. L'estomac du marin ne cesse pas de fonctionner, même quand des vagues glacées roulent sur la coque. Sur le pont d'un sous-marin, il n'y a pas de place en trop. Les constructeurs américains comptaient pour les classes Gâteau et Balao, que les navires tiendraient 60 à 75 jours en mer. La nourriture devait être casée dans les cabines de douche, entre les torpilles et dans les coursives. Sur les U-boats allemands, la situation était similaire. Les rations comprenaient de la viande séchée, des saucisses, des fromages, des œufs, du riz, des pâtes, des pommes de terre et du café en grains. Le cuisinier naval avait une carte détaillée de la répartition des provisions, pour pouvoir sortir la bonne caisse sans déséquilibrer le sous-marin. Chaque kilogramme supplémentaire pouvait déplacer le centre de gravité du navire. L'hiver avait un double effet sur les provisions. D'un côté, on pouvait utiliser le froid naturel pour une conservation plus longue des aliments. D'un autre côté, l'humidité favorisait l'apparition de moisissures. Les fruits et légumes plus tendres pourrissaient rapidement et étaient donc consommés pendant les premières semaines. À la fin de la navigation ne restaient que les biscuits, les conserves et les aliments séchés. L'équipage allemand devait s'habituer à la monotonie de l'alimentation. Les navires américains avaient une meilleure logistique et parfois parvenaient à transporter un congélateur avec de la glace, ce qui était paradoxalement un luxe bienvenu dans l'environnement glacé. L'eau était également précieuse. Les sous-marins ne pouvaient pas compter sur l'eau douce de l'extérieur, parce que l'eau de mer était salée et en hiver, sous la couche de glace, elle se puisait difficilement. Les distillateurs, qui transformaient l'eau de mer en eau potable, consommaient beaucoup d'énergie et produisirent de la chaleur qu'il fallait évacuer. Il y avait donc peu d'eau potable et elle n'était utilisée que pour cuisiner, boire et l'hygiène minimale. Les gels hivernaux menacèrent de plus de faire geler la tuyauterie et les réservoirs. Les équipages isolèrent donc la tuyauterie avec des couvertures et en cas de besoin utilisèrent des chauffages. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les marins se préparaient des boissons chaudes pour se réchauffer et comment ils se nourrissaient à l'époque où ils risquaient le manque de calories. Dans la cuisine, on luttait contre le gel par la créativité. Les cuisiniers préparaient des soupes et des plats mijotés qui pouvaient se manger par tous les temps.
Dans les sous-marins allemands, on considérait comme une friandise les Bockwurst et les saucisses. Sur les convois vers Mourmansk, les marins emportaient aussi de la confiture et du miel, qui aidaient à augmenter l'énergie. Aux États-Unis, on veillait à ce que l'équipage ait assez de légumes frais pendant les premiers jours de navigation, puis on passait aux légumes et fruits en conserve, quand en hiver on parvenait à pêcher du poisson, par exemple lors de navigation dans la baie de Baffin. Le cuisinier le préparait pour le déjeuner. Sinon, l'approvisionnement dépendait entièrement du port. Les températures glacées influençaient aussi le stockage du carburant et des lubrifiants. Selon l'interrogatoire du mécanicien du 606, la flotte allemande utilisait en hiver des huiles de graissage plus légères pour que les moteurs démarrent facilement, tandis qu'en été, on utilisait des huiles plus lourdes. Cette transition était possible même en mer. Cela montre combien en détail les équipages devaient planifier la préparation technique selon la saison. La vie dans un sous-marin n'était pas seulement question de technique et de torpille, il s'agissait principalement de la santé de l'équipage. Dans l'espace fermé, les maladies se propageaient rapidement et le froid augmentait cette menace. Selon le chapitre sur les soins de santé, dans Submarine Medicine Practice, les hommes sur sous-marins souffraient au début des quarts, souvent de rhume et de refroidissement. La cause était la combinaison de temps défavorable, d'intérieurs froids et humides, de surpeuplement et de vêtements de protection insuffisants. Sur les quarts nordiques, les refroidissements devenaient si courants qu'ils réduisaient la capacité de combat des équipages. Le passage de la salle des machines chaudes à la tour froide lors de la montée sur la passerelle et retour était un choc pour l'organisme. Les médecins recommandèrent donc que les hommes se reposent suffisamment entre les services, boivent des boissons chaudes et portent du linge de laine. Le courant d'air froid continu pénétrait cependant souvent dans les quartiers, et les conduits d'aération et les moyens hygiéniques se dégradaient. Les blessures causées par l'hiver étaient une autre menace. Sur un pont mouillé et glissant, un glissement pouvait être fatal. Selon les archives médicales, les sous-mariniers devaient nettoyer le pont rapidement, quand le sous-marin descendait précipitamment en profondeur. Et par gros temps, cela menait à beaucoup d'accidents. Les gelures apparaissaient aux extrémités et au visage, surtout si les hommes restaient sur le pont trop longtemps. L'un des dangers était aussi la brûlure par les pièces métalliques gelées. Le contact avec la peau nue pouvait causer un collage immédiat. Les médecins préparèrent donc des pommades à base de lanoline et de vaseline, dont les marins s'enduisirent le nez et les joues pour se protéger des gelures. La santé physique était étroitement liée au psychisme. Le manque de soleil et l'obscurité continue menaient aux troubles affectifs saisonniers, bien avant que ce diagnostic soit nommé. Les hommes, qui étaient déjà fatigués et stressés, tombaient facilement malades. Les médecins mentionnaient aussi la fatigue du son monotone des machines, qui pouvait causer des maux de tête et l'insomnie. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les équipages cherchèrent l'équilibre entre discipline et repos, et comment ils essayaient de prévenir l'éclatement de maladies malgré des moyens limités. Certains problèmes étaient en technique. Dans l'environnement hivernal, geléante sur les sous-marins, les vannes, ce qui menaçait la ventilation. Les batteries se déchargeaient rapidement, parce que leurs réactions chimiques étaient ralenties par le froid. Le disjoncteur devait être contrôlé constamment. La partie médicale de l'entraînement des équipages incluait aussi des connaissances sur les premiers secours lors de gelures et d'hypothermie. Si quelqu'un tombait dans l'eau glacée, il devait être immédiatement retiré, déshabillé et enveloppé dans des vestes et des couvertures qui séchaient directement sur les moteurs. Chaque seconde décidait de la survie. Les exemples des îles aléoutiennes et du front russe montrent que les commandants devaient en planifier aussi la logistique des médicaments et vitamines. Dans l'environnement froid croissait le besoin de vitamine C. Les citrons et oranges devenaient donc une marchandise importante. Les Britanniques envoyaient vers Mourmansk des envois d'agrumes pour prévenir le scorbut. Les équipages allemands recevèrent de la confiture d'églantier. Le soin des dents et de la peau devenait une question de discipline.
Une inflammation des gencives ou une plaie purulente pouvait dans un environnement sans aide médicale dégénérer en septicémie. Tout cela se déroulait sur fond de faim, de chaleur. Et ainsi, les hommes se réchauffaient souvent en se collant aux machines ou en créant des chauffages improvisés avec des bougies. Si l'homme doit affronter -20 °C tout en se tenant sur le pont d'un sous-marin qui tangue, il a besoin de vêtements appropriés. Au début de la guerre, les équipages recevaient des uniformes navals standards complétés par d'épais pulls de laine et des vestes de cuir. Ces pièces de vêtements n'étaient cependant pas développées pour des conditions extrêmes. Selon le manuel américain, dans les régions froides, les sections séparées du sous-marin hors de la salle des machines devenaient très froides. Les chauffages électriques n'étaient utilisés qu'exceptionnellement parce qu'ils consommaient les batteries et l'humidité condensée sur les parois métalliques. Les marins préféraient donc les pulls, les vestes fall weather et les pantalons de laine. Sous la pluie et la neige cependant, le tissu absorbait l'eau et après un moment devenait lourd, froid et dangereux. L'équipement standard cold weather aux États-Unis comprenait d'épais pantalons imperméables, une veste parka avec capuche, de hautes bottes en caoutchouc et des moufles en cuir. Ces pièces de vêtements étaient conçues pour le travail sur le pont et au port. La réalité les dépassa cependant. Les vestes parka absorbaient l'eau, les bottes en caoutchouc ne parvenaient pas à maintenir les pieds au chaud pendant tout un quart de 3 heures, et les gants en cuir mouillé perdirent leur isolation. Le mouvement dans un tel costume était de plus maladroit. Quand les hommes devaient se déplacer rapidement de la passerelle au pont inférieur, ils pouvaient facilement trébucher et subir une blessure. L'insatisfaction des équipages mena à la recherche d'innovations. Dans la Royal Navy britannique, se rendit célèbre le commandant George Phillips, qui fit adapter par la firme Barbour un costume de motocycliste en combinaison cirée en 2 pièces pour les équipages sur la passerelle. Le résultat devint connu sous le nom de Ursula Suite, un costume en 2 pièces de coton ciré avec un col haut, une fermeture éclair devant et des poches étanches. Le sous-marinier Gus Britton décrit que ce costume était la seule consolation quand les vagues roulaient par-dessus la rambarde. Avec des gants et des bottes en cuir, il garantissait une sécheresse et un confort relatif. Après la guerre, il devint populaire aussi parmi les motards. La marine américaine réagit par la recherche d'un costume spécial pour le froid extrême. Dans le chapitre sur l'habitabilité dans les Submarine Medicine Practice, est décrit comment furent développés des Cold Weather Exposure Suits, entièrement nouveaux. Il s'agissait d'une combinaison verte en nylon d'une seule pièce avec capuche et gilet, intégrés dans la doublure, avec une longue fermeture éclair étanche devant. Les hommes pouvaient, sous la combinaison, mettre un pull de laine et des sous-vêtements. Les mains étaient protégées par des gants en caoutchouc, qui s'enfilaient par-dessus des moufles de laine, et les pieds chaussèrent des bottes avec semelles par vapeur et anneaux métalliques flexibles pour l'étanchéité. Les tests montrèrent que ce costume permettait de rester sur le pont plus longtemps, sans gelure, et que les bottes étaient ainsi confortables que l'équipage les portait même pendant les quarts. Le costume devint standard pour les missions nordiques, et son design influença le développement futur. En comparaison avec les U-boats allemands, il était évident que les équipages de l'Axe devaient souvent compter sur l'improvisation. Les capitaines distribuaient à eux et leurs hommes des gants en fourrure, des écharpes et des imperméables, parfois volés dans des entrepôts civils. Le règlement uniforme allemand prescrivait des vestes de cuir et de hautes bottes de cuir qui en hiver se mouillaient. Sur le front russe, certains marins adaptaient même des vestes en fourrure de l'équipement de la Wehrmacht pour se réchauffer. Les sous-marins soviétiques en mer Blanche utilisaient de vieilles fourrures et des bonnets en feutre. Bien que ces pièces de vêtements différaient, toutes servaient au même but, retarder le moment où le froid pénètre jusqu'au corps. Dans un moment, nous révélerons comment on servait sur le pont pendant les quarts dans de tels vêtements, tout ce que les hommes devaient faire pour dégeler la superstructure, et quelles expériences en essaient. Les vêtements n'étaient que la première ligne de défense. La seconde était formée par la discipline et la rapidité.
L'image d'un homme en capuche de cuir qui s'accroche à une rambarde mouillée et surveille l'horizon est l'emblème du service sous-marin en hiver. Le quart sur la passerelle était le service le plus difficile, parce qu'il combinait le froid, l'humidité et le danger constant. Lors de la navigation en surface, l'équipage devait surveiller l'horizon, signaler les navires et avions, contrôler la position et se préparer à une fuite immédiate en profondeur. Chaque vague pouvait balayer un homme par-dessus bord ou causer des gelures. Les sous-marins britanniques étaient relativement protégés, grâce au costume Barbour Ursula, comme le confirma Gus Britton. Quand les vagues roulaient par-dessus la rambarde, le costume était notre seul réconfort. Sur les destroyers ou navires marchands, les marins n'avaient que des vestes huilées qui se mouillaient. L'équipage du sous-marin devint ainsi la bande la mieux équipée du convoi atlantique. Les sous-mariniers allemands et soviétiques portèrent des vestes de laine, des bonnets de cuir et des gants qui gelèrent cependant rapidement. Les quarts étaient donc raccourcis à 20-30 minutes, pour que les hommes aient le temps de se réchauffer les mains près des moteurs. Le quart avait un scénario précis. Les hommes sur la passerelle surveillaient à profondeur périscopique, où on pouvait rapidement plonger. Quand apparaissait un avion ou un navire, l'officier sur la passerelle donnait le signal et tous devaient descendre par les échelles à l'intérieur du sous-marin. Par gros temps, ce processus était dangereusement vital. La combinaison de métal glissant, de vêtements lourds et de rapidité menait à des chutes et blessures. Dans les situations extrêmes, l'équipage devait décider s'il fallait risquer la plongée avec les écoutilles ouvertes, ou rester en surface et faire face aux bombes. Une seule vis gelée pouvait causer une tragédie. L'histoire du 537 montre combien imprévisible était la mer hivernale. Quand l'équipage déployait la station météorologique sur la côte labradorienne, il dut plusieurs fois sortir sur le pont par tempête et pluie. Les hommes en lourdes vestes essayaient de maintenir l'équilibre, tandis que les vagues secouaient le navire. Quand l'équipage osa après un moment envoyer un rapport, une forte vague emporta leurs canons anti-aériens. La mission réussit pourtant à être accomplie, ce qui témoigne de la détermination de l'équipage, malgré la tempête glacée. Quand soufflait un vent froid de l'Arctique, la température sur la passerelle descendait profondément sous le point de congélation. Les marins s'enveloppaient le visage dans des foulards trempés dans la graisse, qui prévenaient des gelures. Les mains devaient être rapidement séchées, parce que dès que les gants se mouillaient, ils devenaient une enveloppe glacée. Dans certains sous-marins, on pratiquait l'improvisation. Les vestes étaient enduites de cire pour repousser l'eau, et les bottes étaient bourrées de journaux pour l'isolation. Les unités de recherche américaines testèrent dans l'Atlantique Nord aussi des semelles avec chauffage électrique, mais à cause du risque de court-circuit, elles ne s'imposèrent pas. Le service sur la passerelle représentait aussi une obligation unique, surveiller la glace. Sur les routes vers Mourmansk se formaient en hiver sur la surface des blocs, qui pouvaient endommager la coque. Le quart devait repérer à temps les gros icebergs et changer de cap. Parfois, il arrivait que la glace bloque le périscope. Les marins devaient le sortir, l'envelopper d'un chiffon et manuellement couper la glace. Dans d'autres cas, de grandes plaques de glace se collaient à la coque, qui augmentèrent le poids et réduisirent la vitesse. C'était une autre tâche pour les hommes sur le pont, avec des marteaux et des haches, couper les morceaux de glace, tandis que la mer fouettait autour. Dans cette vidéo, vous découvrirez que le quart n'était pas seulement surveiller l'horizon, c'était aussi une épreuve d'endurance physique et psychique. Être exposé au gel, à l'eau de mer et au risque constant d'attaque exigeait une tête froide et des réflexes rapides. Les hommes qui accomplissaient ce service se souvenaient souvent que le moment le plus beau était le changement d'équipe et la descente dans la chaleur de la salle des machines, où ils pouvaient se réchauffer et se sécher. Quand se rassemblent plusieurs dizaines d'hommes dans un espace exigu pendant des semaines ou des mois, la cohésion est clé. Pour les équipages de sous-marins, cela valait doublement. Le moral était soumis à des tests. Le manque d'intimité, l'odeur, le bruit et le danger constant prélevaient leur tribut sur le système nerveux. Comment les hommes s'en sortaient-ils? L'un des piliers était la routine ferme, le Dienstplan sur les U-boats comme sur les sous-marins alliés,
divisaient la journée en sections, quart, maintenance, repos, repas et temps libre. Cette structure fournissait un soutien et donnait un rythme au jour ordinaire. Les hommes savaient quand ils pouvaient attendre un court sommeil, quand ils alterneraient au périscope et quand ils pourraient se faire un café. Les rituels, comme le dîner commun ou la gymnastique matinale, renforçaient l'identité collective. Les équipages américains, par exemple, avaient instauré l'habitude de servir de la soupe au dîner et de regarder de vieux journaux. Même s'ils avaient 3 mois, ils fournissaient une connexion avec la maison. Les équipages allemands chantaient des chansons traditionnelles et se lisaient des lettres de chez eux. Un soutien psychologique était représenté aussi par les livres et la musique. Wolfgang Schiller se souvient que la lecture de livres l'aidait à maintenir ses nerfs calmes. Sur U505, il y avait un gramophone, sur lequel jouait la chanson populaire, Lili Marlène. L'équipage écoutait la musique dans les moments calmes et chantait en rythme. Ces moments fonctionnaient comme une thérapie. Pendant quelques minutes, ils détournaient l'esprit du son des pulsions sonores et du craquement de la glace sur la coque. En plus, les hommes apprenaient des langues étrangères, lisaient des manuels techniques et s'exerçaient au chiffrement pour tuer le temps et en même temps développer des compétences. Un élément important était l'interchangeabilité mutuelle. Schiller décrit que l'équipage apprenait tout de l'école de torpille, parce que dans les eaux glacées, n'importe qui pouvait à tout moment tomber malade ou subir une blessure. Chacun devait être capable de démarrer un moteur, faire fonctionner la radio ou recharger une torpille. Cela incluait aussi l'entraînement croisé. Les mécaniciens apprenaient à naviguer, et vice-versa. Cette compétence non seulement augmenta la sécurité, mais aussi renforça l'esprit collectif. Les hommes savaient qu'ils pouvaient compter les uns sur les autres. L'humour et les surnoms étaient une autre soupape. Le blog américain Lean Submariner indique que les équipages collaient à travers le sous-marin des panneaux amusants. L'un d'eux demandait « Pourquoi l'ampoule est-elle toujours allumée ?»« Parce que c'est notre seule source de chaleur. » Cet humour noir fournissait un soulagement dans les situations où l'homme était fatigué et transi. Les histoires se transmettaient et s'embellissaient. Circulaient des blagues sur le fait que la soupe chaude est le souvenir le plus recherché, ou que la moisissure sur le pain ajoute des vitamines. Sans humour, le stress et la fatigue se seraient accumulés et auraient pu mener à des conflits. Le moral était renforcé aussi par la bonne nourriture et les petites récompenses. La flotte américaine réalisait que la nourriture était un moyen de maintenir l'équipage et envoyait donc sur les sous-marins aussi des luxes comme un congélateur avec de la glace. Les équipages allemands appréciaient le chocolat, le lard et l'alcool. Dans les moments difficiles, on distribuait de petites doses de rhum ou d'eau de vie pour réchauffer le corps et l'âme. Dans cette vidéo, vous découvrirez que même une chose aussi banale qu'un morceau de chocolat pouvait élever le moral plus qu'une torpille. Pour le bien-être psychique, était important aussi la conscience que l'équipage se mouvait au service d'un sens supérieur. La propagande des deux côtés soulignait l'héroïsme des sous-mariniers. Chez les Allemands, on parlait du cœur de fer de l'Atlantique. Chez les Britanniques, des serviteurs silencieux qui maintiennent ouvertes les routes maritimes. Pourtant, dans les esprits des hommes, se mélangeaient les motivations patriotiques avec la peur ordinaire et le désir de survie. Chaque jour pouvait être le dernier, et ainsi ils écrivaient des journaux pour laisser un témoignage aux familles. Après la guerre, beaucoup de ces journaux devinrent une source précieuse pour les historiens. Survivre dans une tempête arctique n'est pas le fait du hasard, mais le résultat d'une préparation minutieuse. Bien que la plupart des écoles navales avant la guerre partirent de la théorie et des simulations, la Seconde Guerre mondiale força le commandement à investir dans un entraînement spécifique pour les conditions hivernales. Les futurs sous-mariniers passaient par un entraînement rigoureux qui se composait de disciplines physiques, psychiques et techniques. La partie physique incluait la musculation, la course et les exercices de résistance, parce que le travail sur le pont exigeait force et endurance. La sélection psychologique
se concentrait sur la capacité de fonctionner en isolation, sous pression et avec un sommeil minimal. Un accent particulier était mis sur la coopération d'équipe. Les hommes qui n'étaient pas capables de partager l'espace et respecter les ordres étaient transférés sur d'autres navires. L'entraînement hivernal spécial incluait aussi des exercices dans l'eau glacée. Les équipages apprenaient comment réagir au cold shock, c'est-à-dire à la chute brutale de la température corporelle lors de l'immersion dans l'eau glacée. Les instructeurs leur faisaient mettre les mains dans une cuve glacée et enfiler des gants pour découvrir comment la motricité ralentit. On s'exerçait aussi à s'habiller avec les costumes d'hiver dans le temps le plus court possible pour pouvoir relever le quart le plus tôt possible. Dans beaucoup d'écoles existaient des maquettes en bois du pont et de la passerelle, sur lesquelles on s'exerçait à passer par vent fort et avec charge. Les Allemands à Kiel avaient une piscine d'eau froide où on testait la résistance des équipages, tandis que les Américains, à l'école de New London, construisirent un simulateur spécial simulant un pont glissant. Au niveau théorique, les équipages apprenaient l'hypothermie, les gelures et le sauvetage dans l'eau froide. Les médecins donnèrent des conférences sur comment reconnaître les premiers symptômes de gelure, peau pâle, cireuse, perte de sensibilité, et comment donner les premiers secours. Les hommes apprenaient que le massage rapide des extrémités gelées peut causer d'autres dommages et qu'il est important de réchauffer les parties affectées progressivement. En même temps, ils apprenaient la nutrition dans l'environnement froid. Une quantité accrue de graisse et de glucides aida à maintenir la température corporelle. Certains manuels soulignaient que boire de l'alcool provoque certes une sensation de chaleur, mais en réalité dilate les vaisseaux et augmente la perte de chaleur. Les commandants devaient donc surveiller attentivement le dosage du rhum. La préparation hivernale incluait aussi les aspects techniques. Les mécaniciens apprenaient comment change la viscosité des lubrifiants aux basses températures et comment les moteurs démarrent dans le gel. Les officiers de navigation s'entraînaient à lire les cartes polaires et prévoir le mouvement des champs de glace. Les radiotélégraphistes se préparaient au travail avec les appareils en gants et au glissement du signal dans l'ionosphère, qui est plus fréquente en hiver. Sur les sous-marins allemands, il était courant que l'équipage apprenne la prévision des vagues. Ils savaient quelle longueur d'onde pénètre à travers la vague et la glace, et sur cette base optimisèrent les missions. Les Américains se concentraient au contraire sur la météorologie. Ils construisaient des stations d'observation, comme celle qu'U-537 installa au Labrador, et analysaient les données pour pouvoir mieux planifier les routes des convois. L'entraînement ne pouvait cependant préparer que des scénarios limités. La réalité de l'océan Arctique était souvent plus dure que ce qu'un instructeur pouvait imaginer. Par exemple, les tapis roulants simulés ne pouvaient pas pleinement imiter un pont glacé, qui se balançait et était couvert de glace. C'est pourquoi les sous-mariniers plus expérimentés transmettaient souvent leurs connaissances aux novices, sous forme de récits et de conseils. Ils leur disaient comment attacher un foulard pour qu'il protège le visage mais n'empêche pas la vue, ou comment en cas de besoin utiliser une corde de parachute comme tour de cou improvisé. Cette école informelle de la vie était souvent plus importante que les cours formels. L'entraînement sur les sous-marins britanniques, américains, allemands et soviétiques différait selon la culture et la tradition. Les Britanniques soulignaient que l'officier doit servir d'exemple. Quand il faisait froid, le commandant se tenait sur la passerelle avec son équipage et passait le même temps avec eux. Les Américains mettaient là l'accent sur la compétence technique et la préparation croisée. Chacun devait savoir colmater une fuite, s'orienter dans les schémas électriques et en cas de besoin tirer avec les canons sur le pont. Les Allemands s'appuyaient sur la tradition de la discipline prussienne, ordre strict, temps de sommeil, repas et divertissement précisément déterminés. Les sous-mariniers soviétiques étaient souvent d'anciens pêcheurs et leur entraînement informel était complété par la ténacité et l'improvisation. Pourtant, chez toutes les nations, il s'avéra que sans bonne préparation, le gel est un adversaire impitoyable.
La vie dans un sous-marin était remplie d'héroïsme, mais aussi de tragédie. Les eaux glacées apportèrent non seulement des gelures, mais aussi des accidents fatals. Une histoire inoubliable se déroula certes seulement en 1949, mais illustre parfaitement les risques du service arctique. Le sous-marin américain USS Koshino, qui participait à une opération secrète au large de la côte norvégienne, subit pendant une tempête une explosion de batterie. Le commandant ordonna une immersion immédiate parce que les gaz toxiques menaçaient l'équipage. Quand les instruments cessèrent d'obéir, le chauffage dut être coupé. 60 hommes furent attachés à la superstructure en sous-vêtements et firent face à l'Atlantique Nord turbulent et aux températures glacées, les vagues les secouant de côté et d'autre. Certains subirent des gelures, d'autres n'avaient été plus que de faibles chances. Grâce à l'effort de l'équipage et du destroyer d'escorte, la plupart furent encore sauvés. Mais l'incident montra combien l'équipage est vulnérable quand le gel et la mer unissent leurs forces. Pendant la guerre, se déroulaient des drames similaires. Les sous-marins allemands, opérant en mer de Barents, se retrouvaient parfois pris au piège entre des blocs de glace et des destroyers poursuivants. U-278 par exemple, vécut un moment où les charges de profondeur endommagèrent ses gouvernails de profondeur et il ne parvint qu'avec difficulté à remonter à la surface. L'équipage dut ouvrir l'écoutille et jeter la glace à la main pour que les mécaniciens puissent démarrer les moteurs. Ailleurs, on indique que l'équipage du 606 dut lors du changement d'huile par temps glacé travailler avec des gants pour empêcher le durcissement du lubrifiant. Si une tempête se levait, le sous-marin pouvait devenir le jouet des vagues, et la perte de stabilité menait au port de gilets de sauvetage même à l'intérieur. Les tragédies ne se limitaient pas à un camp. Les sous-marins soviétiques, qui participaient au convoi en mer de Barents, luttaient contre le manque d'équipement et le chauffage improvisé. Lors d'une opération, le soviétique S-101 se retrouva dans un bloc de glace et fut écrasé. La plupart de l'équipage périt. De l'autre côté du monde, dans les eaux des Aléoutiennes, le gel tourmentait aussi les équipages américains. Comme déjà mentionné, pendant l'opération de débarquement sur Attu, 1200 soldats subirent de graves gelures à cause du manque d'équipement hivernal. Les sous-mariniers, qui naviguaient à proximité, virent des canaux de sauvetage pleins d'hommes transis et durent partager leurs propres réserves de chaleur avec les survivants. L'un des moments les plus dramatiques pour chaque sous-marinier était la possibilité d'être forcé d'abandonner le navire dans l'eau glacée. Chacun savait qu'à des températures autour de zéro, l'homme n'a que quelques minutes avant que l'hypothermie ne s'installe. L'entraînement incluait donc aussi des exercices sur canaux de sauvetage et le port de combinaisons en caoutchouc, qui devaient retarder la mort. Certains équipages testèrent les soi-disant mumisuis, qui étaient des costumes néoprène serrés avec poches d'air. Leur durée de vie était cependant limitée et le mouvement en eux était difficile. La plupart des sous-mariniers savaient que s'ils coulaient dans la mer gelée, les chances de survie étaient minimes. Pourtant, ils accomplissaient leur devoir avec courage. Dans cette vidéo, vous découvrirez que derrière chaque détail technique se cache un destin humain. Les histoires des hommes qui n'ont pas survécu sont aussi importantes que les récits des héros. Les eaux glacées des mers nordiques étaient un grand égalisateur. N'importe quel faux pas menait à la perte. Ce chapitre n'est pas un récit pour la sensation, mais un rappel de combien fragile était la vie dans la guerre sous-marine. Différentes puissances navales avaient des stratégies distinctes pour affronter le gel. La Kriegsmarine allemande misait sur des U-boats plus petits, mais plus nombreux. Le type 7 avait un déplacement d'environ 760 tonnes et un équipage de 44 à 52 hommes. Il était conçu pour les opérations dans l'Atlantique et la Méditerranée, et dans son équipement standard, il n'y avait pas de climatisation. Les équipages luttèrent donc souvent contre l'humidité, les moisissures et le froid. Les navires allemands utilisaient des huiles de graissage plus légères en hiver pour maintenir les moteurs en marche et disposaient ingénieusement les provisions pour que l'équilibre du navire soit optimal. Les sous-marins américains des classes Gâteau et Balao étaient les plus grands, avec un déplacement d'environ 1525 tonnes et offraient plus d'espace pour l'équipage et les provisions. Les Américains investirent dans le confort
Ils installèrent la climatisation pour réduire l'humidité, utilisèrent des distillateurs électriques et des déshumidificateurs, et sur certains navires introduisirent des congélateurs avec de la glace. Ces éléments non seulement élevèrent le moral, mais améliorèrent aussi les conditions hygiéniques. Avec plus d'espace, les équipages pouvaient mieux stocker les provisions, et il y avait moins besoin de hot bunking. Dans les mois d'hiver, cependant, ils faisaient face au même dilemme que les Allemands. Comment maintenir la chaleur sans décharger les batteries, et comment se protéger des gelures sur la passerelle? Les forces sous-marines britanniques se distinguaient par une approche innovante du vêtement. Le costume Ursula devint une icône et donnait aux équipages un avantage dans les eaux hivernales. Les Britanniques adaptaient aussi le menu pour qu'il contienne plus de graisse. Lard, sein doux et chocolat devinrent partie de l'alimentation, parce qu'ils fournissaient de l'énergie pour la thermorégulation. Ils raccourcissaient aussi les quarts de surveillance et donnaient aux équipages des thés chauds. En plus, se développait chez eux une tactique spécialisée. Lors d'attaques, ils plongèrent sous la glace ou sous des blocs gelés pour échapper à la poursuite. La surveillance radar et radio dans les conditions extrêmes exigea la modernisation de l'électronique, qui devait résister au froid. Les sous-marins soviétiques étaient parfois de construction plus ancienne, mais les équipages les adaptaient selon leurs besoins. En mer Blanche et dans l'extrême nord, ils utilisaient de vieilles vestes en fourrure et des gants cousus à la main. Les sous-marins de type S et SH n'étaient pas équipés de climatisation, si bien que les équipages souffraient d'humidité. Les marins soviétiques improvisaient avec le chauffage. Ils allumaient des lampes à pétrole et utilisaient des boîtes en bois comme chauffage portable. Grâce à la ténacité, ils parvenaient à soutenir les convois vers Mourmansk même dans les pires conditions. Après la guerre, la technologie avança. Les deux camps développèrent des sous-marins plus grands avec système de climatisation fermé, qui maintenaient température et humidité constantes. Les sous-marins nucléaires modernes peuvent naviguer des mois sous la glace sans renouvellement d'air. Leurs équipages ont leur propre cabine, douche et gymnase. Les expériences de la Seconde Guerre mondiale restèrent cependant codées dans le design et l'entraînement. La compréhension de l'importance de la déshumidification, des vêtements de qualité et de la discipline stricte reste actuelle. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les technologies modernes s'inspirèrent des improvisations de 1939 à 1945 et quelles sont les différences entre un sous-marin nucléaire et conventionnel du point de vue du confort et de la survie. Au premier regard, il pourrait sembler que la guerre sous la surface dans les eaux glacées n'est qu'une curiosité historique. Pourtant, cette histoire a une portée dans le présent. Les tubes d'acier se sont certes transformés en machines nucléaires high-tech, mais les principes de base de survie restent: maintenir la chaleur, l'humidité et le moral. Les sous-mariniers de la Seconde Guerre mondiale nous ont transmis une leçon sur la combinaison d'innovation technique et de solidarité humaine. Ils apprirent à utiliser des lubrifiants plus légers en hiver, développer des costumes imperméables et partager les lits pour qu'ils restent chauds. Leurs improvisations, comme l'usage de costumes cirés et de distillateurs d'eau, qui éliminaient le condensat, posèrent les fondements des standards modernes. En même temps, leurs histoires touchent des thèmes universels, le courage d'affronter l'adversité, la capacité de s'adapter et l'importance de la coopération d'équipe. Dans l'entrepont naissaient des amitiés qui survécurent à la guerre. L'humour, la musique et un simple morceau de chocolat devinrent le remède contre le désespoir. La conscience que quelqu'un d'autre a la même faim, le même froid et la même peur renforçait la détermination. Bien que beaucoup de jeunes hommes qui naviguaient sur les U-boats ne soient jamais rentrés chez eux, leurs expériences rappellent que même dans les pires conditions existe l'humanité. À notre époque, le monde fait face à de nouveaux défis. Le changement climatique, qui fait fondre la glace dans l'Arctique, ouvre de nouvelles routes maritimes. Les équipages modernes devront s'adapter à des conditions inconnues et un temps extrême. L'histoire des sous-marins de la Seconde Guerre mondiale est donc un avertissement et une inspiration. La technologie est importante, mais sans discipline, créativité et cohésion, elle ne fonctionnera pas.
Les histoires des hommes qui dormèrent dans des couchettes partagées, savouraient la viande séchée et écoutèrent le gramophone sur un cercueil flottant nous apprennent que la résistance humaine n'a pas de limite. Merci d'avoir tenu avec moi ce voyage à l'intérieur des sous-marins et des hivers les plus froids de la Seconde Guerre mondiale. Si ces histoires vous ont intéressé, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et de la partager avec d'autres passionnés d'histoire. Votre soutien aide à maintenir vivantes les mémoires du courage et de l'ingéniosité des gens qui, sous le manteau glacé des mers, écrivirent l'histoire. Ensemble, rappelons au monde que même dans la nuit la plus glacée peut briller la lumière de l'esprit humain. Si le voyage dans les profondeurs glacées vous a plu, suivez aussi les autres épisodes de cette série, dans lesquels nous révélerons des chapitres moins connus de l'histoire navale. Dans les prochaines vidéos, vous découvrirez comment les constructeurs essayant de prolonger la portée des sous-marins, pourquoi certains commandants décidèrent de prendre des risques et comment les conditions changèrent après 1945. Chaque histoire est une mosaïque unique de courage et de désir humain de connaissance. Vos commentaires et questions me donnent l'énergie de chercher d'autres destins inconnus et de les présenter au public. Devenez partie de notre communauté, qui ensemble fait revivre les chapitres oubliés et en tire des leçons pour l'avenir.